Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion, une émission que j'ai le plaisir d'animer avec Frédéric Maurice, chef de l'édition de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Notre invité aujourd'hui, Brian Masson, député Rassemblement national de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes et conseiller régional. Bonjour Brian Masson. Bonjour. Brian Masson, on a vu hier plus d'un million de personnes dans la rue contre la réforme des retraites, l'explosion des violences aussi, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent. À qui la faute ? Écoutez, la faute est évidemment à Emmanuel Macron, qui est chef de l'État, qui est garant de nos institutions et de la Constitution, mais qui est aussi là pour rassembler les Français. Or, depuis qu'il a été réélu pour un deuxième mandat, on voit bien que sa priorité n'est plus de rassembler les Français, n'est plus de créer du ciment entre les Français, mais de diviser sur une réforme des retraites qui est en réalité dénoncée par 80% des Français. 80% des Français qui s'opposent à cette réforme des retraites, ce n'est pas rien. Tous les syndicats y sont opposés, y compris ceux qu'on appelle les syndicats réformistes. Et puis, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir ce texte. Donc le passage en force voulu par Emmanuel Macron la semaine dernière à l'Assemblée nationale, je crois qu'a mis le feu aux poudres. Mais l'occasion aussi pour moi, en tant que responsable politique, est de dénoncer les violences. Qu'il y a dans les manifestations. C'est pas normal que dans ce pays, on voit ces violences à l'égard à la fois de nos forces de l'ordre, à la fois à l'égard de nos bâtiments publics, mais je crois que, de manière plus large, voir des Français se taper les uns contre les autres, moi, ça me fait beaucoup de peine. Est-ce qu'elle a raison, Marine Le Pen, quand elle indique, et c'est ce qu'elle a fait mercredi, qu'elle ne participera pas, je cite, à éteindre le feu de la contestation ? Est-ce qu'elle n'a pas une petite responsabilité en tenant de tels propos ? Non, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il est conscient, il a les informations même que nous n'avons pas des ministères, qui expliquent aujourd'hui que la population française est très en colère contre le gouvernement. Il y a une crise sociale sans précédent et il est parfaitement au courant et il met le feu aux poudres. Marine Le Pen l'a dit il y a déjà plusieurs mois, en réalité, en sortant de rencontres avec la Première ministre sur cette réforme des retraites, en disant « Mais s'il passe en force, s'il utilise le 49.3, ça va mettre le feu aux poudres et je ne participerai pas à éteindre l'incendie. » Ça veut dire que Emmanuel Macron ne pourra pas se reposer sur nous pour faire le travail qu'il ne veut pas faire. Parce que Marine Le Pen, elle a toujours été dans le dialogue. Elle a toujours essayé de chercher l'apaisement. D'ailleurs, c'était un de ses slogans de campagne, la France apaisée. Parce qu'elle a bien compris que la crise sociale que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, elle ne jouera pas l'extincteur du gouvernement. On laisse ça à d'autres. Le Rassemblement national est opposé à cette réforme, mais pour autant, il ne manifeste pas. Est-ce que ce n'est pas une position un peu facile ? Non, parce qu'en réalité, on a manifesté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nous avons voulu débattre de cette réforme des retraites, même si l'obstruction de la NUPES ne nous a pas permis de débattre sur l'article principal de cette réforme qui était le recul de l'âge légal. Mais on était à l'Assemblée nationale, on est présent à l'Assemblée nationale parce que c'est notre rôle, parce que c'est historique. 88 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, ça fait un groupe fort, prêt à l'opposition, mais aussi prêt à la construction. Donc, voilà où est notre rôle, voilà où est notre place. Les manifestations, quand elles sont pacifiques et quand elles soulignent de manière pacifique, je le rappelle, une forme de contestation normale, classique, on la soutient, mais c'est vrai que nous n'allons pas dans les manifestations. Et je rappelle que les chefs de certains syndicats qui ont tous appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, ont dit que nous n'étions pas les bienvenus le Rassemblement national. Par conséquent, on ne va pas mettre, nous, de l'huile sur le feu. Est-ce que vous pensez que cette réforme peut être abandonnée ? Je le crois. Je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement parce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est arc-bouté sur cette réforme des retraites par ego. Par ego, il ne veut pas reculer, il ne veut pas renoncer. Or, on voit bien que la contestation est extrêmement forte. Alors, il a dit qu'il assumait l'impopularité, très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'impopularité. Aujourd'hui, c'est une vraie contestation. Partout, toutes les classes sociales, toutes les origines sociales, toutes les professions. Et quand on voit que les actifs, 90% des actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent, sont opposés à cette réforme, c'est quand même très très fort, très très puissant. Donc je crois, en tout cas je l'espère, qu'il va renoncer à cette réforme comme l'a fait un certain Jacques Chirac à une époque.
Quand vous dites que Marine Le Pen, la philosophie de Marine Le Pen, l'engagement, c'est la France apaisée, ça voudrait dire que Marine Le Pen au pouvoir, elle n'engagerait aucune mesure qui ne serait pas, qui ne récolterait pas plus de 50% des soutiens de la population? Non, C'est-à-dire qu'elle ne serait pas capable de mener des réformes impopulaires? Alors, déjà, la plupart des grandes réformes que nous voulons faire à la tête du pays, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, on le voit dans les études d'opinion, c'est largement plébiscité par les Français. Donc déjà, ça nous rassure. Ça veut dire que quand on arrivera aux affaires, les Français seront d'accord avec les propositions que nous mènerons. Emmanuel Macron, il n'a pas pris les Français en traître. La réforme des retraites, elle était sur la table. Mais vous avez raison de le souligner, elle était sur la table. Mais la réalité, c'est qu'au second tour de l'élection présidentielle, il y a eu, et notamment de la part de la gauche radicale, beaucoup d'entre eux qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron est aveugle de cela. Il a cru que ce second tour de l'élection présidentielle en 2022 était un plébiscite pour sa personne et un plébiscite pour son mandat. Or, ce n'était pas le cas. Il a bénéficié du marchepied de la gauche pour se conforter à la tête de l'État, mais la réalité, c'est que ce n'était pas un plébiscite pour lui. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Et si même, admettons, il a été élu président de la République en 2022, qu'on donnait le résultat des élections législatives. Les Français ont décidé de ne pas lui accorder de majorité. Donc les Français lui ont dit, maintenant il va falloir négocier et construire avec toutes les forces d'opposition. Et ça, ce message très important des élections législatives, il ne l'a visiblement pas compris. Marine Le Pen était favorable à la retraite à 60 ans en 2017. Aujourd'hui, elle promet que si elle est élue, l'âge de départ à la retraite sera ramené à 62 ans maximum. À ce rythme-là, est-ce qu'elle se rangera aux 64 ans en 2027 ? Non, il ne faut pas faire de caricature. En effet, on a défendu la retraite à 60 ans. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a des évolutions de carrière et que la société a évolué. La société a évolué dans le sens où il y a des jeunes qui commencent à travailler plus tard, c'est-à-dire à 22, 23 ou 24 ans. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Or, jusqu'à 24 ans, on propose justement cette retraite jusqu'à 62 ans. Mais c'est déjà le cas, souvent. Souvent, c'est déjà le cas. Souvent, il y a beaucoup de Français qui prennent leur retraite à 60 ou 62 ans. La retraite à 62 ans, c'est déjà le cas. Exactement. Donc voilà, donc nous, si vous voulez, on va ramener un peu de liant dans cette réforme des retraites. On veut maintenir le cap des 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. On veut considérer l'apprentissage. Or, je vous rappelle que cette réforme d'Emmanuel Macron s'attaque à ceux qui, pendant une certaine période, étaient des apprentis, c'est-à-dire que toutes leurs années d'apprentissage, ça disparaît des trimestres de retraite, ce qui est quand même un scandale, puisqu'on en a fait la promotion pendant des années de l'apprentissage. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont en apprentissage. Et vous allez leur dire à ces jeunes que ce qu'ils font en apprentissage, ça ne comptera pas dans les points à la retraite. Ils travaillent, ils touchent un salaire, et en plus, ils apprennent un métier. Donc on voit bien que cette réforme-là, elle n'a aucun sens. Elle est inutile et elle est brutale. Donc la réforme la réforme de Marine Le Pen sur les 60 ou les 62 ans, c'est la plus solide, c'est la plus crédible, et c'est assumé, oui, un budget équivalent à 8 milliards d'euros, mais je crois que la France est en capacité de financer ses retraites. C'est-à-dire que vous le financez de quelle manière? Vous vous dites, voilà, c'est un déficit qu'on évalue à tant de milliards, on l'assume. Ah oui, mais on assume. Or, le gouvernement nous joue, depuis des mois, nous joue la carte de « nous sommes les Mozart de la finance, nous savons diriger un pays ». Or, je vous rappelle, et ça tombe bien parce que je suis aussi député membre de la commission des finances, je vous rappelle qu'au dernier budget, celui qui a été voté en 2022, c'est plus de 150 milliards de dettes. Plus 150 milliards de dettes. Et dans ces 150 milliards de dettes, vous croyez qu'il n'y avait pas la place pour financer nos retraites, pour faire en sorte d'apaiser la population? Je crois que c'était une volonté politique nécessaire, mais que Emmanuel Macron n'a pas voulu avoir. La dette, elle existe. La dette, on la croit. Nous, ce qu'on propose, c'est plein de sources d'économie. Déjà, Marine Le Pen avait proposé en 2022 de créer un ministère contre la fraude fiscale, ce qui est quand même important. On était le seul mouvement politique à proposer ce ministère-là, pour dire qu'aujourd'hui, il y a 100 milliards qui s'envolent tous les ans de la poche des Français, 100 milliards qui partent en fumée, on ne sait où, on ne sait pas trop quoi, mettre un ministre en charge de la lutte contre la fraude fiscale pour récupérer ces 100 milliards qui nous manquent.
je crois que c'est un bon début. Et en tout cas, c'est faire preuve de sagesse pour chercher de l'argent là où il y en a Tous pas. les gouvernements prétendent faire leur maximum pour essayer de lutter contre la fraude fiscale. On peut aussi peut-être penser que c'est peut-être difficile aussi d'aller plus loin, d'aller essayer de récupérer cet argent. Ces 100 milliards, c'est vraiment une estimation. Qui sera capable de les ramener? Pour l'instant, personne ne l'a jamais fait. Pour l'instant, nous n'avons jamais été au pouvoir. Et je fais confiance aux Français pour nous y amener très vite et pour faire en sorte de leur prouver que ces 100 milliards, par une volonté politique, on est capable de les retrouver. Il y a aussi un sujet qui est évidemment important pour nous pour diverses raisons, c'est l'immigration. L'immigration, selon les dernières estimations, c'est 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an. La France est le pays de l'OCDE le plus généreux en matière d'immigration. Or, on n'a fait aucun effort, alors que tout le monde est conscient aujourd'hui que l'immigration, ça coûte. On n'a fait aucun effort pour revenir sur cette immigration massive que l'on subit depuis des années pour aller chercher là aussi des fraudes, parce qu'il y a de la fraude. Et je l'ai dénoncé il n'y a pas plus loin que il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale, la fraude aux retraites de nombreux Algériens qui ont 130 ou 134 ans et qui touchent encore des retraites françaises sans preuve et sans signe de vie en retour. Voilà, il y a de l'argent, il faut aller le chercher. Jordan Bardella a déclaré le 20 mars au Figaro, chez LR, il y a ceux qui pensent comme Macron et ceux qui pensent comme Le Pen. Précisément, qui pense comme Le Pen, selon vous, chez LR? Mais écoutez, il y en a un bon nombre. Il y a d'une part les électeurs des LR. Parce que moi, je fais la différence entre les cadres LR et les électeurs LR. Les électeurs LR, j'en vois tous les jours depuis que je fais de la politique, parce que vous le savez, ce département a longtemps été majoritairement LR. Et je les connais. Et aujourd'hui, ces électeurs LR, ils ne se sentent plus représentés par leurs cadres LR. Ces électeurs LR, notamment, ont fait le choix, lors des dernières élections législatives, de se tourner vers des candidats du Rassemblement national. Parce qu'ils estimaient qu'avec nous, il y aurait une vraie opposition à Emmanuel Macron et à sa politique. Mais aujourd'hui, il y a en effet des députés. Malheureusement, ils ne sont pas dans les Alpes-Maritimes, mais il y a des députés un peu partout en France, de la ruralité notamment, LR, qui nous soutiennent. Vous pensez à Pradier, par exemple? Aurélien Pradier, c'est toujours bizarre avec Aurélien Pradier. C'est que Aurélien Pradier fait partie de ceux qui n'aiment pas le Rassemblement national, mais qui aujourd'hui a des positions politiques très proches du Rassemblement national. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les mesures et les propositions de Marine Le Pen sont des mesures de bon sens, et tellement de bon sens que finalement on peut y retrouver tous les profils et tous les profils politiques. Donc en effet, Aurélien Pradier, sur ce point-là, on est d'accord ensemble. Donc c'est plutôt très bien. Tout ça, finalement, ça fait un conglomérat qui n'est pas de droite. Parce que les gens de droite, on peut imaginer que ce sont ceux qui votent aujourd'hui cette réforme des retraites. C'est ceux qui sont attachés à la consolidation, à la sécurisation, à l'indépendance des comptes publics. Parce que quand vous dites qu'il suffit d'accroître la dette pour financer la retraite, on sait ce que ça a donné en Grèce, par exemple. Ces gens-là, aujourd'hui, à droite, disent « Ok, c'est douloureux, c'est impopulaire, mais c'est pour vous protéger à terme des vicissitudes financières auxquelles la dette vous expose. » Donc, est-ce que c'est pas ça qui, finalement, fait la différence aujourd'hui entre la droite et puis le reste de la population? Alors, je comprends votre raisonnement, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette période-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 8 milliards pour financer les retraites. 8 milliards. On est loin des 160 milliards cramés par Emmanuel Macron. 8 milliards, ça se finance, ça se trouve. Nous, on propose des revenus, des sources d'économie. On propose des sources d'économie, d'ailleurs, qui devraient plaire à la droite. Voilà, on est sur ce terrain-là. Mais je voudrais revenir, parce que votre question elle est intéressante, sur la droite et sur notamment les LR. Aujourd'hui, la droite, elle est perdue. Aujourd'hui, les députés LR sont perdus. Ils ne savent plus vraiment où aller. Moi, je me rappelle d'un Éric Ciotti qui disait il y a quelques mois, lorsqu'il était candidat pour être président des LR, il disait qu'il était le candidat de la clarté et le candidat de l'opposition à Emmanuel Macron. Or, aujourd'hui, c'est lui et lui seul, avec Olivier Marleix, le président du groupe LR, qui a permis de sauver le gouvernement. Et c'est quand même fort de café pour un député et le président des LR, Éric Ciotti, qui dit toutes les 5 minutes que la droite est de retour. Mais quelle droite ? La droite qui sauve les fesses à Éric Dupond-Moretti, celui qui a fait 3 bras d'honneur à l'Assemblée nationale, celui qui défend les terroristes et les assassins. Qui est conforme à ses engagements. Les 2 dernières présidentielles, elle prônait une réforme des retraites pour arriver à 65 ans. Aujourd'hui, qu'elle défend les 64 ans, ça paraît tout à fait normal et légitime. Non, parce que justement, les LR n'ont pas compris que c'était un piège, cette réforme des retraites. C'était un piège pour eux, parce qu'en réalité, il fallait qu'ils se soumettent à Emmanuel Macron et à sa majorité pour rentrer dans les rangs, pour devenir une partie
partie intégrante de la majorité présidentielle. Et ils sont tombés droit dedans. Et je déplore notamment que certains députés LR, que certains cadres LR, que la présidence même des Républicains se soient agenouillés devant la majorité présidentielle. Et je le rappelle, comment des gens qui se qualifient de droite, la droite des valeurs, la droite est de retour, la droite est forte, puissent soutenir un gouvernement avec des gens à l'intérieur comme Éric Dupond-Moretti, je le rappelle, qui est quand même le ministre du laxisme judiciaire, le ministre qui se fait applaudir par les prisons. Mais quelle droite on parle? Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour les électeurs LR qui ne s'y retrouvent absolument plus et qui préféreront faire confiance au Rassemblement national. Revenons au Rassemblement national, justement. La presse fait parfois état de divergences entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Qui est le patron aujourd'hui de ce parti? Aujourd'hui, le président du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella. La présidente du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. Aujourd'hui, Jordan Bardella est notre président de mouvement. Et il a été élu, il a toute sa légitimité et il a la confiance de Marine Le Pen, qui était jusqu'alors présidente du mouvement. Il n'y a aucune dissension entre les deux. Il y a des mots différents parce qu'il y a des générations différentes. Il faut assumer aussi avoir des mots différents, mais c'est pas parce que les mots sont différents que le fond n'est pas identique. Clairement, le patron, c'est lui aujourd'hui, c'est pas Marine Le Pen. Le patron du mouvement, c'est Jordan Bardella. La patronne de l'alternative et de l'alternance, c'est Marine Le Pen. Et tout le monde le dit, tout le monde s'accorde à le dire, et ensemble, vous savez, moi je reprends souvent l'expression que pour marcher, il faut deux jambes. Eh bien, on a nos deux jambes, Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui nous font avancer et qui vont faire en sorte qu'on gagne la prochaine élection présidentielle. Après, un système bicéphale comme ça expose toujours à des risques de divergence qui sont normaux aussi, parce que sur des questions aussi pointues, il peut pas y avoir parfois aussi des divergences que vous pourriez assumer aussi en disant oui, on pense pas forcément toujours la même chose au même moment. Ah, vous avez entièrement raison. Mais exactement. Mais Marine Le Pen a toujours fait la synthèse. Marine Le Pen, dans la manière dont elle a dirigé le Rassemblement national, a toujours fait la synthèse entre différentes lignes, entre différentes positions. Et Jordan continue ce cheminement et ce travail. Et Marine Le Pen, elle est dans un autre rôle, celle de nous représenter, de nous diriger à l'Assemblée nationale. Et ce sera donc elle qui sera candidate en 2027 ? C'est toujours elle la meilleure candidate des deux ? Alors, je l'espère. Et en effet, je crois qu'aujourd'hui, elle a montré que tout ce qu'elle avait pu dire lors des derniers débats à l'élection présidentielle, lors de sa dernière campagne, elle avait raison, elle avait tout vu. Il y a encore 2 mois, elle avait vu le passage en force au 49.3 sur cette réforme des retraites. Donc je crois que Marine Le Pen, elle a l'expérience, elle a le talent et elle a les convictions chevillées au corps qui feront d'elle une excellente présidente de la République. Marine Le Pen exclut tout rapprochement avec Reconquête et LR. Jordan Bardella, lui, est moins catégorique et jouit, dit-on, d'une bonne cote auprès des adhérents de l'entourage d'Éric Zemmour. Laquelle de ces deux attitudes encouragez-vous ? Bien, écoutez, je ne crois pas que les deux soient différentes. Je veux dire, Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, participe à tendre la main à toutes les personnes de bonne volonté qui ont la même vision que nous sur l'état du pays et qui ont les mêmes propositions que nous pour l'avenir du pays. Jordan Bardella a tendu la main aux députés LR qui voteraient contre le gouvernement et qui voteraient la motion. Marine Le Pen a tendu la main à tous ceux à l'Assemblée nationale qui pourraient voter la motion référendaire, c'est-à-dire de remettre cette réforme des retraites dans les mains des Français. Je crois que la stratégie est identique. On pourrait imaginer, je l'entends partout, que Jordan Bardella serait plus enclin à discuter avec ceux de Reconquête, mais tout le monde est plus enclin à discuter avec les électeurs de Reconquête. Simplement, les dirigeants de Reconquête font leur cheminement de leur côté et continuent de nous taper dessus du matin au soir. Si vous voulez, je ne crois pas que ce soit la solution pour leur union des droites. Du matin au soir, ils appellent à l'union des droites et du matin au soir, ils tapent sur le seul parti de la droite nationale ou du camp patriote qui les représente à l'Assemblée nationale. Ça va être quand même difficile de continuer à leur tendre la main. Mais voilà, nous on continue à parler aux électeurs et on laisse les cadres Reconquête faire leur bonhomme de chemin. Le mois prochain, ça fera 10 ans que le mariage pour tous est entré en vigueur. On sait les débats, les déchirures, les fractures que ça a suscité dans la société française à l'époque. Tous ceux qui, à droite et l'extrême droite, ont défilé auprès de la manif pour tous, avaient-ils raison ? Non, ils n'avaient pas raison. La preuve en est que c'était une question qui a divisé
divisé sur un fondement qui n'était pas juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à l'époque, moi en tout cas je fais partie de ceux qui n'y voyaient aucun inconvénient. Je crois que deux personnes qui s'aiment ont droit à la même égalité, qu'importe leur orientation sexuelle. Donc je crois que ceux qui ont défilé à la manif pour tous l'ont fait par un peu errement et par erreur, parce qu'ils pensaient là aussi à l'époque être contre François Hollande, contre Christiane Taubira. Vous savez, dans ces manifestations, il y a un peu tout qui se mélange. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis très content que deux personnes qui s'aiment puissent se marier. Je suis très content qu'on arrive au bout de 10 ans et que plus personne ne remette en cause cette conquête pour la liberté et pour surtout l'égalité. En effet, ça a crispé la société, mais aujourd'hui, on voit bien que tous les Français sont d'accord avec cette égalité. Et donc, je crois, pour revenir à votre question, que la plupart de ceux qui ont manifesté à une certaine époque, vous le remarquerez, n'en parlent plus du tout. Donc je pense qu'ils assument aussi cette petite erreur qu'ils ont commise à une certaine époque, parce qu'ils pensaient mélanger un peu tous les combats, celui des questions de société et celui de la lutte contre François Hollande et la gauche au pouvoir. Sur un autre sujet, Brian Masson, vous avez déposé le 7 mars une proposition de loi demandant que les maires puissent connaître les personnes fichées S dans leur commune. À quoi est-ce que ça leur servirait ? Eh bien écoutez, le maire, c'est le premier acteur de la sécurité publique. C'est celui qui est au contact des habitants, et d'ailleurs c'est la fonction qui est la plus plébiscitée et la plus appréciée par les Français. Je crois qu'il faut refaire confiance au maire, une nouvelle fois. Il faut acter, je dis souvent à l'Assemblée nationale, il faut faire l'acte 2 de la décentralisation. Il faut continuer à faire confiance au maire. Donc ça veut dire accorder aux maires davantage de pouvoir et de prérogatives en termes de sécurité. Exactement, parce que c'est eux qui font la sécurité du quotidien, véritablement. On le voit, ils sont très engagés, nos maires, et qu'importe l'étiquette politique, qu'importe le bord, je crois qu'aucun maire n'a d'intérêt que de ne pas assurer la sécurité de ses concitoyens. Permettre, justement, pour revenir à ma proposition de loi, qu'ils soient au courant des fichiers S de leur commune, pour moi, c'est du bon sens, parce que le maire, il est aussi et surtout un employeur. C'est-à-dire que le maire va employer des hommes et des femmes qui vont travailler au sein de la collectivité et qui vont être au contact de nos administrés, et notamment au contact de nos enfants, dans les écoles communales ou dans les cantines scolaires. Je crois qu'un maire, s'il est au courant du profil de certaines personnes qui seraient susceptibles d'embaucher, notamment s'il est fiché pour atteinte à la sûreté de l'État, s'il est fiché pour radicalisation, je pense qu'il serait judicieux que le maire soit au courant et le mette de côté, parce qu'il en va de la protection à la fois de nos administrés et de nos enfants. À ce moment-là, il faut étendre la mesure à tous les employeurs. Écoutez, moi je défends aujourd'hui les maires, parce que c'est une demande des maires. Il y a eu plusieurs tribunes dans la presse ces derniers mois et ces dernières années pour justement étendre cette prérogative aux maires. Et puis les maires sont aussi les élus des Français. C'est aussi ça. Les sociétés privées, c'est encore autre chose. Les entrepreneurs, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que les maires sont les élus des Français. Et les élus des Français doivent avoir plus de regard et plus de pouvoir pour justement assurer la sécurité des Français. Mais il est vrai que je n'y verrai pas d'inconvénient si certaines entreprises, peut-être d'abord des entreprises publiques, aient accès à ces renseignements. Il y en a 20 000 en France des fichiers S. 20 000. Je crois que ce serait judicieux qu'ils soient parfaitement au courant de qui sont ces personnes, sans faire attention de discrimination. Mais il est vrai que c'est quand même mieux de le savoir que de ne pas être au courant et que de l'apprendre le jour où il y a un problème. Charles Ginesi et Éric Ciotti ont obtenu le 23 janvier qu'une partie des mineurs étrangers accueillis dans les Alpes-Maritimes soient envoyés dans d'autres départements. Est-ce que c'est une bonne solution ? Eh bien, tout d'abord, sans me jeter des fleurs, on pourrait remercier le député Rassemblement National que je suis d'avoir permis d'apprendre à Éric Ciotti et Charles Ginesi cette nouvelle, puisqu'en fait, Éric Dupond-Moretti n'a absolument pas répondu au courrier de Charles Ginesi et d'Éric Ciotti. J'ai dû intervenir à l'Assemblée nationale, j'ai dû interpeller Éric Dupond-Moretti pour qu'il nous explique ce qu'il comptait faire, et si un jour il comptait répondre aux élus locaux. Ce serait quand même la moindre des politesses pour un ministre de répondre à des gens qui ont des responsabilités locales. Donc en effet, Éric Dupond-Moretti m'a répondu à l'Assemblée nationale, avec tout le mépris qui fait de lui sa personne adorable. Il m'a répondu en effet que était lancée la répartition des migrants, et notamment des MNA, sur tout le territoire national. C'est terrible d'en arriver là. C'est terrible d'en arriver là. C'est-à-dire qu'on dénonce en local et au national la situation de l'immigration massive. En tant que député des Alpes-Maritimes, je le dis depuis des années, cette frontière avec l'Italie est une passoire. Nos policiers aux frontières n'en peuvent plus et n'ont plus les moyens ni de justice ni de police pour calmer les flux. Et on nous répond
Vous inquiétez pas, on va les répartir partout en France. Ça Oui, veut mais dire c'est qu'il pas faut la plus- solution. Ça veut dire qu'il ne faut plus aucune entrée Ah, à la frontière Mais franco-italienne. là, il faut se calmer sur l'immigration. Il faut se calmer sur la submersion. Il faut mettre des vrais moyens en place. Et il faut stopper toute immigration massive à la frontière et toutes les entrées. Mais pour ça, encore une fois, on retombe du côté de l'État. Qu'est-ce que attend Emmanuel Macron et sa première ministre et son gouvernement pour discuter avec l'Italie ? Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que l'Italie, on est quand même amis avec eux, on doit avoir et maintenir des relations diplomatiques avec eux. Ils ont d'ailleurs voté il y a très peu de temps pour Giorgia Meloni, qui est présidente du Conseil, et qui a donc mis un terme à l'immigration un peu massive en Italie. Mais il faut discuter avec elle, voir comment on peut s'arranger à la frontière pour pas que les Alpes-Maritimes se transforment en Calais. Parce que c'est ça va devenir Calais. Parce que quand on dit, et c'est ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti, dans les Alpes-Maritimes, les MNA seront accueillis, seront réceptionnés et seront envoyés en France, bah ça y est, le message est lancé. Venez dans les Alpes-Maritimes, on vous fait un hotspot, on vous attend, on s'occupe de vous et après on vous renvoie. Mais j'ai pas envie que les Alpes-Maritimes, ça devienne Calais. Sauf que les MENA dépendent de la Convention de New York et celle-ci, elle nous oblige à les accueillir. Mais on est d'accord. Mais nous, on avait des solutions alternatives. On avait les hotspots d'où viennent les migrants. C'est-à-dire qu'on n'a aucun accord, et c'est ça que je dis aussi à l'Assemblée nationale, et que mes collègues disent, il n'y a aucun accord avec les pays étrangers, et notamment d'où viennent les migrants. C'est-à-dire qu'en fait, on ne négocie pas avec eux pour qu'à la fois on puisse construire des hotspots, c'est-à-dire des lieux d'accueil dans les pays d'origine, auprès de nos consulats ou de nos ambassades, pour justement faire les demandes dans le pays d'origine et voir un peu qui on peut accueillir sur le territoire national et qui on ne peut pas accueillir. Mais je ne crois pas que ce soit humaniste de dire que l'avenir des migrants venus d'ailleurs, ce soit en Europe. Mais personne ne peut dire ça. Un migrant qui fuit son pays pour la guerre, pour des raisons économiques, il doit pouvoir un jour ou l'autre retourner dans son pays d'origine. Enfin, le déracinement, c'est pas la règle. Le déracinement, c'est pas la norme. Donc, si on n'accompagne pas avec cette logique-là l'immigration massive, on ne s'en sortira jamais. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui que le gouvernement veuille s'en sortir en matière d'immigration. Le 30 janvier, vous appuyez la demande de Christian Estrosi et Éric Ciotti de rendre gratuit le péage de Saint-Isidore. Vous avez fait la même demande pour le péage de Cagnes-sur-Mer. On est dans la surenchère démagogique. Ah non, pas du tout. Je veux dire, à un moment donné, moi je pense qu'on est dans la surenchère niçoise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Christian Estrosi prend la parole, il est censé être président de la métropole, donc de tous les métropolitains. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour défendre Nice. Et pas de péage à Nice, et des infrastructures à Nice, et des projets à Nice, et tout pour les Niçois. Et on augmente les impôts des autres communes de la métropole, mais à Nice, on baisse les impôts locaux. Il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de prison à Saint-Laurent. Bah oui et non. Il n'y a pas de prison à Saint-Laurent. Oui et non, pour l'instant, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Enfin, il se bat pour plein de choses, il se bat pour qu'on ait le tram à Saint-Laurent, mais finalement c'est retardé. Enfin, il se bat pour défendre l'équité territoriale, mais il nous augmente les impôts locaux et il les baisse à Nice. Enfin, je veux dire, à un Il a moment permis donné... la construction d'une station d'assainissement de 120 millions d'euros à Cagnes-sur-Mer. Oui, 120 millions d'euros, ni Saint-Laurent ni Cagnes-sur-Mer n'auraient jamais eu de toute leur histoire les moyens de créer une station comme celle-ci. On parie? Ah bah 120 millions, sur un budget, je ne vois pas comment vous pouvez sortir une somme pareille. Bah, je pense qu'une communauté d'agglomération à part, avec Saint-Laurent, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet et d'autres communes de bonne volonté, mais ce on que je aurait veux dire, pu c'est sortir que- cet argent. Mais vous avez raison, il y a des fois des infrastructures qui vont dans le bon sens. Vous avez raison. Mais je veux dire, à un moment donné, ça fait combien d'années qu'on ponctionne les habitants de la métropole? Combien d'années qu'on leur promet monts et merveilles, et au final, on se retrouve avec des projets d'infrastructures retardés. 120 millions pour Cagnes-sur-Mer, merci mon bon prince, merci mon seigneur. Sans parler mais du quoi pôle d'autre? d'échange multimodal. Mais qui ne sera même pas connecté au tramway. Ça a d'ailleurs été fait en très bonne intelligence, cette histoire aussi. Mais on voit bien que toutes les infrastructures et toutes les motivations financières, elles sont pour Nice. Vous le savez bien, avec la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 du tramway, avec raser Acropolis, la coulée verte numéro 1, numéro 2. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir se calmer. La métropole, c'est pour tous les métropolitains. Et on paye tous des impôts pour avoir des infrastructures partout. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'en effet, il faut le péage gratuit à Nice-Saint-Isidore, parce que c'est du bon sens, mais aussi il faut le péage gratuit à Cagnes-sur-Mer, Partout, parce en que fait. là aussi... Non. Ah mais moi j'aimerais bien, puisque... Mais qui paye Alors, l'autoroute à ce moment-là? Et justement, c'est très bien, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant et qui a eu l'effet d'une bombe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je suis en train de préparer un projet de loi pour nationaliser les autoroutes en France. Une proposition de loi. Une proposition de loi, pardon, pour nationaliser les autoroutes. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport qui date d'il y a 2 ans et qui a été mis sous le tapis par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Un rapport sur la situation des entreprises autoroutières. Que dit ce rapport demandé par l'État? Il dit que les sociétés autoroutières françaises, privées, volent l'argent des Français.
C'est-à-dire qu'en fait, on leur a donné des milliards d'euros pour qu'ils puissent se maintenir à la tête de ce système d'autoroute, mais qu'ils ont augmenté le prix des péages et qu'ils n'auraient jamais dû augmenter le prix des péages. Et que dit ce rapport en solution? C'est qu'il faut mettre un terme au monopole des sociétés privées autoroutières, qu'il faut baisser le prix des péages. Et moi, oui, j'ai cette volonté-là. J'ai cette volonté que le péage français, que les péages français, que les autoroutes françaises ne soient pas un lieu de plus de raquette fiscale. Donc je ne vois pas pourquoi ma proposition pour Cagnes-sur-Mer serait démagogique et celle pour Nice ne le serait pas. Ce serait simplement de l'équité territoriale. Très bien, c'est parce qu'on vous a sous la main, là, c'est pas qu'on vous pose la question. Mais vous avez raison. Hein. Le 16 février, un conseiller régional du RN, Laurent Méringone, annonçait dans Nice Matin que la direction du parti allait être restructurée au plan départemental, les Alpes-Maritimes. Il a aussitôt été sèchement démenti par le secrétaire départemental Lionel Tivoli. Qui dit vrai entre les deux? Eh bien, c'est Lionel Tivoli qui est délégué départemental. Donc il n'y a pas de restructuration, on reste dans la situation actuelle. Alors, Lionel Tivoli, a dit une chose très claire, c'est-à-dire que c'est prévu, en effet, qu'il y ait une restructuration, parce que selon un certain nombre d'années, on se restructure toujours, on remodule le bureau départemental, donc c'est prévu, mais on n'a pas encore la date de ce remaniement, si je puis dire, départemental. Lionel Tivoli est encore délégué départemental, il est encore à la tête de notre fédération, il le restera jusqu'à ce qu'il le souhaite et jusqu'à ce que le siège le souhaite, mais c'est lui qui est légitime pour parler au nom de la fédération des Alpes-Maritimes. Donc idéalement, vous la voyez comment, vous, la structure RN Alpes-Maritimes? C'est important parce qu'en fait, c'est un département dans lequel vous faites de bons scores électoraux et où la structure paraît extrêmement faible. Elle a été plus puissante qu'elle dans le passé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus grand monde, sinon 3 députés. Donc, quel travail faut-il faire pour essayer de structurer les choses davantage? Écoutez, il y a tout simplement, c'est vrai, se reposer d'abord sur la pierre angulaire de nos victoires électorales, c'est-à-dire que les 3 parlementaires doivent avoir un rôle à jouer au sein de notre mouvement politique. C'est d'ailleurs du bon sens, c'est-à-dire qu'on est les porte-parole de Jordan Bardella, de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Donc on a ce rôle à jouer dans la future structure, mais en tout cas on le fait depuis qu'on est élu en réalité, pour être tout à fait honnête avec vous. Et en effet, qu'on prépare surtout les élections locales qui arrivent. On dirait vos 3 prédécesseurs qui étaient tous macronistes et qui n'ont laissé aucune structure derrière eux, qui ont tous été battus. On a l'impression que vous refaites la même chose. Alors, ça ne fait que 8 mois, 9 mois que vous êtes élu, donc on peut vous laisser encore du temps. Hein. Bah oui, on a quand même un peu de temps. Que, voilà, vous êtes député, vous faites le boulot, personne ne le conteste, mais après, sur le terrain, on a l'impression que le RN n'existe pas. Ah bah c'est faux, le RN existe sur le terrain. Je veux dire, il y a des actions militantes qui sont menées toutes les semaines par nos élus municipaux, nos élus régionaux et même certains parlementaires. On est présent partout, on communique de manière très ferme et très forte, au nom d'ailleurs de nos électeurs, mais aussi de ceux qui croient en nous, plus précisément au Rassemblement national. Et c'est vrai qu'on est en train de préparer cette structure politique, et d'ailleurs c'est aussi la volonté de Jordan Bardella, de faire de ce parti, le Rassemblement national, une vraie bulle solide en termes de recherche de candidats, de porte-parole future et surtout de conquête électorale. Il va falloir que l'on gagne des mairies et on a tous les moyens de le faire. On a des gens aujourd'hui qui nous rejoignent en nombre et il va falloir conquérir des municipalités. Parlons de la plus grande mairie du département. Est-ce que Marine Le Pen a eu raison d'exclure du RN tout le groupe d'opposition de Philippe Vardon à Nice? Oui. Oui, Marine Le Pen. Aucun élu RN à Nice. Évidemment, je veux dire, quand ils font un choix autre que celui de Marine Le Pen, c'est évident qu'ils n'ont plus leur place au Rassemblement national. Quand on est en période présidentielle, quand on est en élection présidentielle, quand on a été élu, excusez-moi, mais grâce au Rassemblement national, c'est pas en leur nom propre. C'est grâce au Rassemblement national, grâce à Marine Le Pen qu'ils ont été élus conseillers municipaux, conseillers métropolitains et certains conseillers régionaux. La moindre des choses, c'est de soutenir son mouvement jusqu'au bout et de ne pas céder aux sirènes des uns et des autres qui viendraient dire « Ah mais nous, on est plus forts, nous, on est plus ci, nous, on n'est plus là ». D'ailleurs, on l'a vu comment ça s'est écrasé aux élections présidentielles. Mais dès qu'on refuse de faire campagne pour notre candidate légitime, eh bien on prend la porte. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que le RN va arrêter de faire des cadeaux à Éric Ciotti à Nice en ne présentant contre lui que des candidats fantoches comme on a vu aux deux dernières élections législatives? Notre dernière candidate aux élections législatives n'est pas une candidate fantoche. Ça c'est votre point de vue. Non, enfin, pour les observateurs comme nous, c'est même pire que son prédécesseur. Là, on avait quelqu'un qui était complètement fantôme. C'était franchement... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce moi, que, je l'affirme. Mais c'est votre avis. Je dis simplement que Muriel Vitetti n'est pas une candidate fantoche et que
qu'elle a fait campagne véritablement sur le terrain durant ces élections législatives. Moi, je ne fais pas de cadeau à Éric Ciotti. Je ne fais pas de cadeau à Éric Ciotti et je n'en ai jamais fait et je pourrais peut-être éventuellement le faire un jour si il arrête de draguer la Macronie. Parce que moi, si vous voulez, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, je crois en une certaine idée de la France, et pour l'instant, Éric Ciotti s'éloigne de plus en plus de ses électeurs, de ceux qui ont cru en lui, de ceux qui ont cru qu'il allait s'opposer à Emmanuel Macron, mais j'ai l'impression qu'en plus, il est en train de faire le cheminement de Christian Estrosi. C'est-à-dire qu'on commence très à droite et puis on finit porte-flingue du gouvernement. Bon, moi, je fais pas de cadeau à Éric Ciotti. Donc on mettra des candidats partout, même y compris face à Éric Ciotti. Et on verra, en cas d'élection future, quel profil on aurait sous la main. Et juste pour clore ce chapitre, qui à Nice à ce moment-là? Est-ce que ce serait Alexandra Masson? Est-ce que ce serait vous? Est-ce que ce serait quelqu'un d'autre qui pourrait venir de l'extérieur? On a pensé aussi à Benoît Candel. Benoît Candel. Écoutez, bon, ce ne sera pas moi, sans surprise. Véritablement, j'ai pas l'ambition d'être maire de Nice. C'est pas ma ville, c'est pas là où je suis élu et c'est pas mon ambition personnelle. En tout cas, oui, il va falloir réfléchir sérieusement à qui va pouvoir incarner l'alternative à Christian Estrosi. Il va falloir y réfléchir. On a déjà des gens de bonne volonté. Vous avez cité tout à l'heure Laurent Merengone, qui est conseiller régional. Vous avez cité Benoît Candel, qui a été premier adjoint au maire de Christian Estrosi et qui donc connaît parfaitement les rouages, qui d'ailleurs s'en est éloigné. Mais il y a d'autres profils que l'on découvre avec le temps, que l'on a aussi sous la main et qui devront avoir un rôle à jouer. Vous dire aujourd'hui qui sera le candidat dans 2 ans et demi aux prochaines municipales, je serais incapable de vous le dire. On verra les volontés, les envies des uns et des autres. Une chose est certaine, c'est qu'il y aura un candidat à Nice, un candidat du Rassemblement national et un candidat qui va permettre de représenter nos électeurs. Et pas Philippe Bardon, hein? Non. Ça, c'est certain. Certain. D'accord. Alors, avant de refermer cette émission, Brian Masson, vous avez beaucoup évoqué lors de cette interview le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On va regarder cet extrait à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Brian Masson, vous connaissez... Ah non, j'ai pas osé l'accent étranger, pardonnez-moi. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, la blague sur mon prénom était osée. C'est sans doute votre racisme social qui parle. Oui, je m'appelle Brian parce que je suis issu de la classe populaire. Je suis désolé de vous le rappeler. Alors, en effet, vous avez eu raison de m'appeler brillant parce que vous, en tout cas, c'était vraiment pas brillant. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Comment vous avez vécu cette séquence, Brian Masson ? Eh bien, écoutez, c'était le jour où je posais la question sur la situation des MNA dans les Alpes-Maritimes. J'ai posé une question de fond, j'ai dénoncé un peu l'inaction de l'État et la situation telle qu'elle était. D'ailleurs, j'ai fait écho aussi aux lettres envoyées par notamment Charles Anginesi, le président du département. J'ai vraiment fait mon rôle de politique. Et Éric Dupond-Moretti me répond en se moquant de mon prénom. Mais c'est pas du tout au niveau. Et j'étais un peu, je vous avoue, surpris. Je me suis dit, vous savez, j'ai été élu à 25 ans député. Et je me suis dit, c'est pas n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Ça se respecte, c'est sérieux, c'est pro. Alors il peut y avoir des petites perturbations de temps en temps. C'est un peu le jeu aussi du débat politique. Mais je suis arrivé avec beaucoup de sérieux et d'envie de travailler. Et là, j'ai un ministre de la Justice qui incarne vraiment une fonction régalienne de l'État, qui en fait fait une réponse sur mon prénom, en disant bah, « elle est brillant ». Moi, ça m'a choqué, ça m'a interpellé, ça m'a aussi un petit peu blessé, parce que il y avait aussi, et c'est ce que je dis, un mépris social. Parce que je m'appelle Brian, je ne serais pas un même député qui s'appellerait Philippe, Antoine ou Frédéric. Enfin, j'aurais moins de valeur que d'autres. Donc voilà, j'ai trouvé cette réponse nulle, stupide, et en plus, j'attendais ma réponse sur le fond, et elle est passée en coup de vent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, dont vous avez déjà souffert, ce racisme social ? Oui, parce que la politique, malheureusement, pendant trop longtemps, elle a été un peu gangrénée par des gens qui avaient des situations, et j'en veux pas, hein, mais qui avaient de belles situations et qui étaient toujours très bien placés dans la société. Et aujourd'hui, l'Assemblée, elle a changé de visage. Vous avez des gens, vous avez des jeunes comme moi, des jeunes qui sont issus de la classe populaire, où leurs parents ont toujours travaillé beaucoup, enfin voilà, et même certains députés qui ont eu des métiers difficiles. Hein. On a des collègues parlementaires qui ont été chauffeurs-livreurs, d'autres qui étaient femmes de ménage. Enfin, ça ne fait pas de nous
des gens moins bien précieux ou moins bien importants que les autres. Donc oui, le racisme social, moi je l'ai déjà subi, je l'ai déjà vécu, mais aujourd'hui c'est en train de s'éloigner, parce que justement on fait nos preuves et on montre qu'on est des hommes politiques comme tout le monde, et ce n'est pas la classe sociale qui fait de nous un bon représentant des Français, loin de là. Merci beaucoup, Brian Masson. Merci, Frédéric Merci à Maurice. Merci à Sophie Donzé et Philippe Bertini pour la préparation et la réalisation de cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et les sites internet de Radio Émotion et Nice Matin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.